Au cours des années qui ont suivi la Première Guerre mondiale, un meurtrier brutal, connu sous le nom de l'homme-loup, rôdait dans les rues de Hanovre. Il attirait les garçons et les jeunes hommes dans son appartement avant de leur faire subir ce qu'il appelait sa morsure d'amour. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le cas du tueur en série, Fritz Haarmann, l'homme-loup de Hanovre. Né le 25 octobre 1879, Friedrich Heinrich Karl Haarmann est le plus jeune de 6 enfants. Si sa mère, Johanna, l'adore, son père est tout le contraire. Olli Haarmann, connu sous le nom de Sulky, est un homme discutable dont le tempérament emporté est encore aggravé par sa consommation excessive d'alcool. À l'âge de 7 ans, Fritz entre à l'école où son comportement est considéré comme exemplaire, bien que ses résultats scolaires soient médiocres. On le dit introverti. Il a peu d'amis et affirmera plus tard qu'un professeur l'a agressé à l'âge de 8 ans. À la maison, il aimait porter les robes de ses sœurs et jouer avec leurs poupées, 2 passe-temps que son père désapprouvait. Pour l'endurcir, Sulky Olli a envoyé son fils de 15 ans dans une école militaire à Breisach, une ville du sud de l'Allemagne. Haarmann, qui appréciait beaucoup son séjour, a été renvoyé chez lui après avoir souffert de névrose d'angoisse, diagnostiquée plus tard comme étant de l'épilepsie, une maladie dont il souffrira toute sa vie. Pendant un certain temps, Fritz a travaillé dans la fabrique de cigares de son père. C'est au cours de cette période que les premiers signes de ce qui allait se produire ont commencé à se manifester. Alors qu'il travaillait dans l'usine de son père, Fritz a commencé à attirer des garçons dans des endroits isolés et des caves où il abusait d'eux. Bien qu'il ait été rapidement arrêté, une évaluation psychiatrique effectuée par le psychologue Gert Schmalfuss a permis de certifier qu'il était incurablement dérangé et qu'il n'était donc pas apte à être jugé. Schmalfuss ordonne que Fritz soit détenu dans un asile psychiatrique pour une durée indéterminée. Cependant, après 7 mois d'internement, Fritz réussit à s'échapper et, avec l'aide de sa mère, s'enfuit en Suisse. C'est là qu'il entame une histoire d'amour rapide avec une femme nommée Erna Levert. Erna tombe enceinte et le couple se fiance rapidement. Cette relation est interrompue lorsque Fritz reçoit l'ordre d'effectuer son service militaire obligatoire à la fin de l'année 1900. Il déclarera plus tard que son service militaire a été la période la plus heureuse de sa vie. Mais cela n'a pas duré, car ses problèmes de santé mentale sous-jacents ont refait surface. Après avoir passé 4 mois à l'hôpital, on lui diagnostique démence précoce. Un diagnostic psychiatrique aujourd'hui dépassé et remplacé par le terme de schizophrénie. Il retourne à Hanovre avec Erna et pendant un certain temps, travaille à nouveau à la fabrique de cigares. Les relations tendues avec son père continuent de se dégrader, Olli accusant son fils d'avoir menacé de le tuer. Dans un effort pour aller de l'avant et peut-être enterrer la hache de guerre, Olli aide Fritz à ouvrir une poissonnerie avec Erna. La colère de Fritz y mettra fin lorsqu'il accusera Erna de trahison. Furieuse, elle met fin à ses fiançailles et comme le commerce est à son nom, Fritz est mis à la porte et se retrouve seul, incapable de garder un emploi en raison de ses problèmes de santé. Il a passé des années à commettre des cambriolages, des escroqueries et à détourner de l'argent pour compléter sa maigre pension militaire. Mais il ne s'est pas arrêté là. Après la fin de la Première Guerre mondiale, la gravité de ses crimes s'est accrue, jusqu'à devenir un véritable cauchemar. Fin septembre 1918, un jeune homme de 17 ans, Fredl Roth, s'est enfui de chez lui et n'a plus jamais donné signe de vie. Son père a rapidement appris que son fils était ami avec Fritz Haarmann, qui avait la réputation d'emmener les jeunes garçons dans son appartement pour s'amuser. Haarmann était alors un informateur de la police locale, ce qui explique pourquoi celle-ci a hésité à enquêter sur lui lorsqu'elle a appris qu'il était lié à Roth. Finalement, ils ont accepté de visiter son appartement où ils l'ont trouvé au lit avec un garçon de 13 ans. Compte tenu des lois limitées de l'époque, Haarmann n'a été accusé que d'atteinte à la pudeur d'un mineur. Pour une raison ou une autre, les autorités ont décidé de ne pas fouiller l'appartement de Haarmann, pensant peut-être que Roth était parti de son propre chef. Malheureusement pour elles et pour les habitants de Hanovre, cette erreur s'avérera plus tard tragique. Outre son rôle d'informateur, Haarmann était également connu dans son quartier comme un « boucher du marché noir », dont les produits carnés étaient très abordables à l'époque. L'économie allemande était en grande difficulté et de nombreuses familles luttaient pour se nourrir.
Comme c'est généralement le cas dans ce genre de situation, beaucoup se tournent vers le commerce du sexe pour gagner de l'argent, hommes et femmes confondus. On voyait souvent des jeunes hommes flâner dans les jardins autour du Café Crop à Hanovre, qui se trouvait à proximité de l'appartement de Harman. Les habitants du quartier ont rapidement commencé à soupçonner qu'il rentrait souvent chez lui avec des garçons dont certains n'ont jamais été revus. Comme on pouvait s'y attendre, des rumeurs ont commencé à circuler dans la ville sur ce que Harman faisait de ces garçons. Certains prétendaient qu'il les vendait à la Légion étrangère française, tandis que d'autres plaisantaient sur le fait qu'ils passaient leur corps au hachoir à viande pour les revendre ensuite à des familles en manque de nourriture. Cette histoire s'est tellement répandue que les enfants du quartier auraient inventé une chanson qui disait « Attends un peu, bientôt Harman viendra à toi aussi. Avec le petit hachoir, il fera de toi une saucisse de foie. » À la mi-février 1923, peut-être alimentées par ces rumeurs, deux femmes de la région qui connaissaient Harman, Ellie Short et Dortchen Brutik, se sont présentées à un poste de police de Hanovre pour demander si la viande vendue par Harman était vraiment du porc ou quelque chose de tout à fait différent. Selon un article traduit du média allemand Focus Online, les deux femmes ont raconté une histoire étrange. Ils avaient vu un jeune homme chez leur ami Fritz Harmon, mais il avait disparu. Ils soupçonnaient leur ami d'avoir tué et démembré ce garçon. Ils ont fouillé secrètement l'appartement de Harman et ont trouvé un tablier ensanglanté et un pot rempli de morceaux de viande. Ils avaient volé 2 de ces morceaux et les avaient apportés à la police. Au vu de cette histoire rocambolesque, la police n'a pas pris les deux femmes au sérieux, ce qui n'a rien d'étonnant. Ils ont tout de même fait examiner les morceaux de viande par un médecin du tribunal qui aurait ri en les examinant. Il a déclaré aux autorités « Je ne peux rien sentir aujourd'hui parce que j'ai un rhume, mais un aveugle peut voir qu'il s'agit de mauvaises rondes. » C'est ainsi que la police a clos son enquête sur Harman. Plus d'1 an plus tard, au cours de l'été 1924, un groupe d'enfants a signalé avoir vu un crâne humain sur les rives de la rivière Leine, qui traverse la ville de Hanovre. Après examen, les autorités ont déterminé qu'il provenait d'un jeune homme dont la tête avait été séparée du corps à l'aide d'un couteau. La police a d'abord minimisé la découverte, déclarant qu'elle avait probablement été laissée là par des pilleurs de tombes ou des étudiants en médecine désireux de faire une farce. Les autorités ont été contraintes d'examiner de plus près cette découverte lorsque 3 autres crânes, appartenant tous à de jeunes garçons, ont été trouvés au cours des semaines précédentes, ainsi qu'un sac rempli d'ossements. Plus d'une centaine d'habitants de Hanovre se sont alors rendus sur la rivière pour en fouiller les berges. Ils trouvent encore plus d'ossements qu'ils transmettent à la police. Ces derniers ont alors fait draguer le lit de la rivière et ont découvert 500 autres restes humains qui, selon eux, appartenaient à au moins 22 personnes différentes. On pense qu'au moins 30% des restes appartiennent à des hommes âgés de 15 à 20 ans. Harman, ayant une longue liste de condamnations pour des agressions sur des hommes de cet âge, il a été rapidement mis en examen. À la fin du mois de juin de cette année-là, 2 agents infiltrés ont été recrutés à Berlin, car Fritz, en tant qu'informateur de la police, connaissait la plupart des membres de la police locale. Ils ont ensuite été chargés de patrouiller au poste de Hanovre, un endroit que Fritz était connu pour fréquenter, et où de nombreux jeunes garçons et hommes avaient été vus pour la dernière fois avant de disparaître. Là, ils ont vu Fritz se disputer avec un garçon. Il s'est alors approché de 2 autres agents, leur demandant d'arrêter le garçon, Kurt, 15 ans, pour avoir voyagé avec de faux papiers. Ils se sont empressés de le faire, mais quel qu'ait été son plan, ce geste allait rapidement entraîner la chute de Fritz. En garde à vue, Kurt a déclaré à la police qu'il vivait avec Harman depuis plusieurs jours et que pendant cette période, Fritz l'avait agressé sexuellement à plusieurs reprises, souvent sous la menace d'un couteau. Fritz Harman a été arrêté le lendemain. Dans le cadre de leur enquête, les policiers ont fouillé son appartement, où ils ont trouvé les murs, le sol et le lit fortement tachés de sang. Fritz a tenté de faire croire qu'il s'agissait simplement du sang des animaux qu'il avait abattus dans le cadre du marché noir de la viande. Cependant, divers vêtements et articles personnels n'appartenant pas à Fritz ont également été découverts. Ces objets ont été exposés au poste de police de Hanovre et, pendant plusieurs jours, ils ont été identifiés comme appartenant à des jeunes garçons et des jeunes hommes qui avaient disparu. Pour faire avouer Harmon, les policiers auraient utilisé des méthodes douteuses et illégales. Selon un article traduit de l'émission NDR,
4 crânes sont attachés au coin de la cellule de Harman. Les orbites ont été recouvertes de papier rouge et une bougie allumée se trouve derrière elles. Un sac d'os est également placé dans un coin de la cellule. Harman est persuadé que les âmes des morts l'emmèneront. Il a également été battu pendant son interrogatoire. Ces méthodes n'ont été révélées que dans les années 1990, lorsque les mémoires de l'inspecteur Herman Lang, qui avait travaillé sur l'affaire, ont été retrouvées. Si elles avaient été découvertes plus tôt, il est possible que les autorités auraient été contraintes de libérer Harmon. Au lieu de cela, les méthodes ont fonctionné et, au début du mois de juillet 1924, Fritz Harman, âgé de 44 ans, a avoué les meurtres, déclarant qu'il avait tué plus de 20 jeunes hommes alors qu'il était en état d'ébriété sexuelle. Il a admis avoir promis à ses victimes un repas gratuit pour les attirer dans son appartement, où il les convainquait d'avoir des relations sexuelles. Il affirme qu'il n'a jamais eu l'intention de les tuer, mais qu'il était pris d'un désir de mordre et souvent de transpercer la pomme d'Adam. Fritz les a également informés que lorsque la police a perquisitionné son appartement dans le cadre de la disparition de Friedel Roth en 1918, il avait caché la tête de l'adolescent derrière sa cuisinière, enveloppée dans du papier. Des rumeurs ont commencé à circuler à Hanovre, selon lesquelles Fritz aurait vendu les restes hachés de ses victimes sous forme de viande de porc ou de bœuf. Les enquêtes n'ont cependant trouvé aucune preuve de ce fait. Interrogé sur le nombre réel de ses victimes, Harman prétend ne pas le savoir, disant simplement qu'il a tué environ 30 ou 40 garçons. Plus tard, il augmentera ce chiffre, affirmant avoir commis jusqu'à 70 meurtres. La police n'a pu identifier que 27 victimes, et c'est donc de ce nombre de meurtres qu'il a finalement été inculpé. Au cours de son procès, il s'est souvent mal comporté, allant jusqu'à fumer des cigares et à insulter les personnes présentes. Selon un article traduit du média allemand Focus Online, Harman n'a montré aucun remords pour la mort de ses victimes. Dans le processus, il y avait des doll boys, terme courant pour désigner les prostituées masculins des années 1920. À ses yeux, il méritait la mort. Le mépris apparent de Harman pour ses victimes s'est poursuivi dans la salle d'audience où, face aux photos des personnes qu'il était accusé d'avoir tuées, il affirmait ne pas se souvenir de leur visage avant de déclarer « Je l'ai probablement tué ». Curieusement, bien qu'il ait admis avoir commis de nombreux meurtres, il a affirmé que les crânes retrouvés dans la rivière ne provenaient pas de ces meurtres, car il écrasait les crânes de ses victimes avant de s'en débarrasser. Hans Grant, l'amant présumé de Harman, rencontré en 1919 alors qu'il était emprisonné pour des délits mineurs et des abus sexuels, était également jugé. Bien qu'ils aient vécu ensemble depuis lors, les autorités n'ont pas pu déterminer s'il avait joué un rôle dans les meurtres. Hans recevait souvent des vêtements et des objets des victimes de Fritz, et il est allégué qu'il l'a encouragé à assassiner au moins l'une de ses victimes, Fritz Wittig, parce qu'il voulait le costume du jeune homme. Hans a d'abord été condamné à mort, mais sa peine a été commuée en réclusion à perpétuité. Harman, quant à lui, a été soumis à un examen psychiatrique de 6 semaines dans les mois précédant son procès. Cet examen a été effectué par le docteur Ernst Schulz, qui l'a finalement déclaré sain d'esprit. Le tribunal l'a alors rapidement déclaré coupable d'avoir commis 24 meurtres entre septembre 1918 et juin 1924. Harman a commencé son témoignage par une déclaration qui fait froid dans le dos. « Souvent, après avoir tué, j'ai demandé à être placé dans un asile militaire, mais pas dans un asile de fous. Si quelqu'un m'avait vraiment aimé, il aurait pu me sauver. Croyez-moi, je ne suis pas malade. C'est seulement qu'il m'arrive d'avoir de drôles de tournures. Je veux être décapité. Cela ne prendra qu'un instant et je serai en paix. » 4 mois après la fin du procès, le matin du 15 avril 1925, Fritz Harman est décapité à la guillotine. Le boucher de Hanovre n'existe plus. L'horrible héritage de Harman a continué à hanter la ville de Hanovre longtemps après son exécution. Sa tête a été envoyée à l'Institut de recherche sur le cerveau de la Charité à Munich, où les médecins ont découvert qu'il avait souffert d'une méningite et d'une inflammation du cerveau et de la moelle épinière, pouvant entraîner des changements radicaux de la personnalité. Selon eux, cela aurait pu jouer un rôle dans les crimes qu'il avait commis. Nombreux sont ceux qui restent fascinés par la série de meurtres commis par Harman. Par exemple, il a été représenté avec une hache dans le calendrier de l'Avent 2007 de Hanovre
qui représente certaines des personnalités les plus connues et les plus influentes de la ville. Ce calendrier a suscité un tollé, un service touristique de Hanovre ayant reçu des menaces de mort et ses créateurs ayant été traités de blasphémateurs. Malgré cela, Arman continue d'apparaître dans les calendriers de l'Avent actuels, bien que caché parmi les autres illustrations. Arman figure également au musée de la police de Basse-Saxe, dans la ville de Nienburg. Les visiteurs peuvent y voir une réplique de sa cellule, ainsi que le couperet original qu'il utilisait pour démembrer ses malheureuses victimes. Cette exposition grotesque attire étonnamment des milliers de personnes chaque année. Les crimes de Arman ont peut-être été influencés par la méningite et les changements qu'elle aurait apportés à sa personnalité. Cependant, il est indéniable qu'il était tout aussi horrible et dépravé que n'importe quel autre tueur en série de l'histoire de l'humanité. Sa soif insatiable de sexe et de sang l'a conduit à tuer près de 30 jeunes hommes, voire des dizaines d'autres. Bien que près de 100 ans se soient écoulés depuis sa folie meurtrière, les crimes de Fritz Arman hantent toujours la ville de Hanovre. Merci d'avoir resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.